ils ont pas envie de te décevoir. En général, quand quelqu'un te donne 100% de ta confiance, t'es presque waouh. Attends, j'ai les clés. C'est un peu comme les routines, les disciplines. Si t'es pas flexible, c'est le meilleur moyen de ne jamais les faire. Mais quand tu vois, moi je vois autour de moi que ce soit des entrepreneurs proches ou autres, ils sont pas bien. Ils se font mal physiquement, mentalement. Et tu te dis, à la base, t'as pas signé pour ça. Tu le sais très bien. Et peut-être pourquoi ? Pour le gain. T'as mis tous tes sacrifices là-dessus. Bah, c'est le chemin qui est le plus important. Donc. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Olivier Ramel. C'est un multi-entrepreneur à peine 30 ans. Il a déjà monté, si je me trompe pas, près d'une dizaine de boîtes. Il a participé à un TEDx et je crois qu'il avait été nommé parmi les entrepreneurs à suivre de moins de 30 ans. Et en plus, il vit à fond. Donc je suis vraiment ravi de l'accueillir aujourd'hui dans Aventurier de la vie. Enchanté Olivier, merci pour ton temps. Enchanté Adrien, merci pour cette belle intro et avec plaisir d'échanger ensemble. Bah merci, j'espère que je me suis pas trompé d'ailleurs dans l'intro. Écoute, ça correspond plus ou moins. Ça correspond plus ou moins. Bon, c'est une intro, tu peux dire tellement de choses ou pas. Ouais. C'était bien synthétisé, focus business, on aime bien. Et justement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter rapidement? Carrément. Tu l'as dit, alors t'as dit à peine 30 ans, donc j'ai 32 déjà maintenant. Ok. Ça y est, ça commence. Donc moi, c'est Olivier Ramel. Je suis aujourd'hui entrepreneur depuis plus de 12-13 ans. J'ai commencé assez tôt, à 18, 19, 20. Okay. Kimono, c'est ma 5e boîte. Donc je suis aujourd'hui le CEO et le fondateur de Kimono, qui a 6 ans et demi maintenant. Mais entre-temps, j'ai monté d'autres boîtes et en parallèle de Kimono, j'ai cofondé aussi d'autres boîtes où je suis pas opérationnel, donc ça commence à en faire. Et j'ai investi aussi pas mal depuis 3-4 ans. Okay. J'ai dépassé le seuil symbolique des 25 investissements, donc je suis assez content, même si ça veut rien dire en soi, parce que faut que ça marche. Sportif depuis toujours. J'ai mon premier sport, alors ça se voit pas, alors vous le verrez encore moins à l'écoute ou à la caméra, mais je suis pas très grand. Enfin, je suis taille normale, on va dire. Mais j'étais basket. Pas très grand. 1 mètre combien? 1m77. Ok. Ouais. Tu vois, c'est taille standard. On m'a jamais qualifié de grand, en tout cas. Ni de petit, mais pas très grand. Et du coup, j'ai fait du basket depuis toujours, à un haut niveau, niveau championnat de France, et qui a fait partie de ma vie pendant très longtemps. Ah oui. Et depuis 2-3 ans, j'ai renié un peu le ballon orange pour la balle jaune, puisque je fais beaucoup de paddle. Où c'est devenu une addiction, où je suis devenu très impliqué dans ce sport à titre associatif, fédéral et avec développement d'une communauté et au-delà d'être joueur. Et voilà, donc sport à fond. J'aime créer des projets, c'est ce qui m'anime, d'avoir quelque chose qui m'anime dès le réveil en parallèle de ta vie habituelle, que tu sois étudiant ou dans le monde adulte. J'ai besoin de quelque chose qui m'anime en permanence. Dans lequel j'ai l'impression de construire des choses qui me plaisent. Avant tout, je me définis aussi comme un amoureux de la vie. Et j'aime bien du coup le titre de ce podcast qui est Les Aventuriers de la vie, puisque la vie est une aventure. Et très tôt, collège, lycée, je me suis posé beaucoup de questions sur tout ça. J'ai compris que le travail était omniprésent et que le travail devrait être une dimension plaisir et que je dois me faire plaisir toute ma vie. Tout le temps, tous les jours. Et donc, je me l'oblige. Et je me suis mis en place une méthode. T'as parlé d'un TED Talk que j'ai fait, qui justement explique ma philosophie de la vie et comment je développais une méthode en 5 piliers qui me permet de rester équilibré et épanoui selon mes principes. Et voilà. Et donc, du coup, amoureux de la vie. Donc, je suis très curieux. On me qualifie souvent de yes man. Même quand il y a tout pour pas y aller. Why not? Okay. J'ai plus gagné que perdu dans les stats. Bien sûr que t'as pas toujours bon, mais j'ai plus eu de belles opportunités, de belles histoires de vie grâce à ça. Et voilà. Et j'aime voyager. Voilà, je vis à 100% tous les jours. Trop bien. Hyper belle description. C'est exactement comme tu le disais, un peu le but de ce podcast, aventurier de la vie, amoureux de la vie, où justement on parle pas que de business, mais aussi, comme tu l'as dit, de voyage, de bien-être, de réaliser ses rêves, à prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
Donc parfait, il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser. Il y a aussi, je crois, on parlait juste avant en off, t'adores la musique parce que tu parles. Ah ouais, exact. On s'était croisés aussi devant Vic Herman qu'on adore tous les deux. Yes. Donc très bon DJ, très bon DJ. Bah non, mais la vie est une fête et donc la fête fait partie aussi de mon quotidien parce que ça réunit la musique, les gens, l'énergie, les émotions et du coup c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Lisbonne. C'est bien, la vie est une fête. C'est ce qu'on disait d'ailleurs dans un autre épisode ici avec Pierre Kosciusko-Morizet qui est devenu producteur de musique mais entrepreneur avant tout. J'aimerais bien avoir un jour une histoire entrepreneuriale dans la musique. Il y a des industries comme ça, tu sais, qui te passionnent. Tu sais pas ce que tu vas en faire, mais un jour tu sais que tu vas y aller d'une manière ou d'une autre. Et comme moi, j'espère être entrepreneur toute ma vie. J'aimerais bien un jour avoir un projet dans la musique. Je sais pas quoi, quand, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Dans l'audiovisuel aussi, tu vois, le cinéma, les images, tu vois, quand je regarde un film, je suis pas du tout en train juste de regarder l'histoire et de suivre. C'est-à-dire, je regarde les détails techniques, lumière, la musique, tout ce que ça procure. Donc ouais, en effet, la musique et plein d'autres industries m'attirent. On peut pas tout faire. C'est clair, on peut pas tout faire. On en parlera, mais ouais, d'ailleurs, le fait que il y a plein de. Mais moi, pareil, la musique, j'adore aussi. Tu disais, du coup, t'as commencé un peu à être entrepreneur au collège, même au collège ou au lycée. Est-ce que tu te rappelles un peu avoir eu un déclic ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui t'a donné la fibre entrepreneuriale? Ouais, j'ai essayé de retracer justement parce que à l'époque, c'est jamais conscient. Tu vois, il y a une dynamique et en faisant une rétrospective, t'arrives à refaire le bilan. Et donc, du coup, ce que je me souviens, c'est que mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, donc on revient à ce qu'on disait, j'organisais des soirées. Au collège, lycée. Comme quoi, la fête. Ouais, comme quoi la fête, la musique, les gens, réunir, vendre, communiquer, tout ça. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé par la nuit. Mais moi, c'était vraiment très jeune. On va dire là, si on prend les prémices de mes premières idées de projet. Ouais. Et en fait, en troisième et en seconde, donc tu vois, t'as 14, 15 ans. T'as pas le droit d'aller en boîte, mais il y avait ce qu'on appelait des before. Donc moi j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 92, mais Paris j'avais le métro quoi. Donc du coup c'était facile et accessible. Et du coup il y avait des before. Donc c'était de 18h à 23h sans alcool et pour les gens de notre âge qui voulaient sortir quoi. Et donc moi j'étais RP, donc je réunissais du monde, je vendais des préventes, j'organisais des concepts de soirée, etc. Et ça a été des débuts inconscients de j'aime bien le fait d'être sur un projet. Ça, c'est, on va dire, si je remonte vraiment loin, j'étais déjà dans, faut vendre, j'aime bien les projets, la com, le logo, le concept, un événement, tu vois, ça me plaisait. Et le premier projet déclic, du coup, je suis en terminale. Et en terminale, donc j'étais dans un lycée où il y avait à peu près 1200, 1300 élèves, donc c'était beaucoup, lycée public, avec un gros sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, les gens étaient assez fiers d'être dans ce lycée. Parce qu'ils réunissaient plein de villes, je vais savoir pourquoi. Et moi, je me suis dit, pourquoi aux États-Unis ou en tout cas dans les pays anglo-saxons, ils ont tous leurs vêtements à l'effigie de leur lycée. Pourquoi on ferait pas comme les Américains, avoir un hoodie avec le suite officiel qui dit le lycée, high school, science, etc. Et du coup, je l'ai fait. Donc, j'ai trouvé un fournisseur, trouvé un partenaire. On était en 2007. Donc, Facebook venait d'arriver. Donc en gros, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux. Donc j'ai dû faire à l'époque affiches, négociations avec la direction pour avoir le droit d'utiliser le nom et le vendre, pitcher dans toutes les classes sur une semaine, pitcher mon projet dans toutes les classes. Bonjour, on va faire le pull du lycée, il va être trop bien, voilà les 4 couleurs. Si vous voulez en acheter, sachant que ça devait passer pour que le lycée voulait éviter le cash et les problèmes, donc c'était uniquement chèque, donc c'était que des parents. Et du coup, je devais réunir tous les chèques dans des enveloppes de casier, puis les tailles, mais vraiment, tu te dis, mais à la mano totale. Et ça a super bien marché, puisque j'en ai vendu entre 600 et 700, donc plus de la moitié. Ça a duré 1 an. Et je suis passé par toutes les étapes, marketing, vente, après-vente, logistique, prod, négo, etc. Et ça m'a donné le vrai déclic, parce que j'étais à fond. Ce qui du coup m'a donné une deuxième terminale à faire. Ah oui. Mais grâce à ça a donné naissance à tout. Donc en vrai, et ça m'a permis. T'as revendu des pulls encore. Ouais, ça m'a permis de le faire une deuxième année. Donc du coup, j'étais content. Ça faisait un peu d'argent de poche supplémentaire. Et déclic de vie, où ce que je te disais, j'ai compris que moi, quand je me levais le matin, ça m'animait et c'est ça dans ma recherche du bonheur. Et en parallèle, j'étais dans mes questions philosophiques de la vie, pourquoi, le travail, le bonheur. Bon, des questions forcément de privilégiés, tu vois, on est français, parisien, c'est pas des questions que tu te poses spécialement à cet âge-là. Mais moi, je me suis dit,
ok, c'est quoi tout ça en fait, vers où on va, tu vois. Je me posais déjà la question sur la mort, ça me faisait déjà un peu peur. Je me suis dit, putain, faut que tu profites à fond. Et comment tu crées ton écosystème de kiff permanent, parce que pour moi le plaisir doit être permanent. Enfin en tout cas mon bonheur. Et du coup j'ai vite compris que le bonheur n'est pas un objectif final, que ça doit être le chemin en fait, l'aventure, et que ça doit pas être je vais sacrifier 10 ans de ma vie. Admettons, je vais faire, je sais pas, de la finance, enfin des métiers, c'est très très lourd, qui pour te dire, ok, après c'est bon, je suis blindé, je vais kiffer. Tout de suite, j'ai compris que l'argent était un moyen d'avoir ce que tu voulais, qui ne te rendrait pas heureux, mais qui contribue fortement. Mais par contre, c'est le chemin qui doit être parfait. Donc les gens avec qui tu t'entoures, les kiffs que tu te permets, et tout ça m'a amené donc du coup à cette idée, à cet aspect entrepreneurial, en me disant ah mais si un projet m'anime dès le réveil, c'est ça qui me rend heureux. Donc l'entrepreneuriat, en tout cas à l'époque, on le disait pas comme ça, on disait créer des projets, on disait même plus je suis créateur, etc. Et ben je me suis dit je veux faire ça, et donc du coup je suis entré en école de commerce, j'ai suivi mon cursus classique, mais en parallèle j'ai monté des boîtes, des projets, des trucs qui ont pas marché, des trucs qui ont marché, des trucs inutiles mais utiles parce que c'était du network, et c'est au final comme ça que tu te bâtis un réseau qui te servira encore aujourd'hui, quoi. Et ça, tu le comprends maintenant. À l'époque, c'était plus, allez, on y va, on est dynamique, on est ambitieux, tu te prouves à toi-même. J'ai toujours voulu être différent, c'est-à-dire ne pas faire comme tout le monde. J'aime pas être dans la norme, donc j'aime bien marquer les esprits, créer la surprise, faire les choses différemment. Si tout le monde fait A, bon, bah je vais voir si B, c'est peut-être pas mieux. Et du coup, entreprendre a été ma manière de pas faire comme tous ceux qui voulaient bosser en grand groupe, parce que on revient à l'époque. Je sais pas, t'as quel âge toi? 33. Ouais, donc t'es même génération. Moi, en première année ou deuxième année d'école, on ne te disait pas faut monter une start-up. Tu vas aller travailler chez L'Oréal, tu vas faire du conseil, une belle carrière, et tu verras après, tu vois. Et donc tout le monde était à fond là-dessus. T'as les stages élitistes chez les LVMH, etc. Et donc du coup, moi je me suis dit, bah entreprendre, en fait, j'étais presque on était 2 ou 3 à vouloir. Aujourd'hui, je pense que c'est la moitié de l'école. Enfin, j'espère. Enfin non, j'espère pas, parce qu'il faut des gens pour tout. Mais voilà. Et donc tout ça pour dire, longue réponse, mais tout ça pour dire que ça m'a amené à la fibre entrepreneuriale. Mais tu l'as compris très jeune, tu disais au lycée, enfin avant 18 ans, toutes ces questions philosophiques que tu te posais justement. Est-ce que, je sais pas, tu lisais beaucoup de livres, ou t'as des parents déjà entrepreneurs, ou tu regardais des films, enfin, parce que c'est rare. C'est vrai. Moi, je pense pas que je l'ai eu, enfin, j'étais assez comme toi dans entrepreneur, mais je lisais pas de livres philosophiques. Ouais. 18 ans, quoi que ce soit, quoi. Je pense que mon cadre familial m'a aidé à m'ouvrir les chakras, puisque mon frère a 4 ans de plus et a monté sa boîte post-études. Ah oui. Mais c'est arrivé un peu plus tard, tu vois, il a monté sa boîte en 5e année, moi j'étais en première année, donc j'étais déjà dans la démarche, mais ça m'a boosté, il était très business, on adorait parler business. Mes parents ont bossé dans la même boîte toute leur vie, mais ils étaient très business. Mon père a fait de l'immobilier, il a investi, et donc du coup, il y avait une dynamique et de parler de business à la maison, sans nous pousser ni nous driver, etc. Mais en tout cas, j'étais conscient, ça me plaisait, ça m'attirait. Tu vois, le monde du business m'attirait, j'aimais bien. Tu vois, même j'ai des souvenirs avec des potes, mais alors là, ça remonte à très très vieux. J'avais peut-être 7, 8, 10, 12. On jouait, j'ai souvenir de jouer dans une des chambres en mode au bureau. On jouait en mode on est des businessmen. Ouais. Tu vois, on avait des bureaux, calculettes, tu fais des affaires, on n'y connaissait rien, mais ça, il y avait un fantasme derrière. Et donc va savoir pourquoi. Donc cet environnement à jouer, je me documentais il y avait peu de choses, tu vois, il y avait pas de podcast comme ça, etc. Je regardais des TED Talks tous les soirs. Ah déjà, ça déjà. Ouais, 17-18 ans, ah ouais. Chaîne YouTube, TED, et tous les sujets. Et allez, bon, ça a toujours été, mais tu sais, parfois c'est très philosophique, un peu scientifique, avec des méthodes. Et je me souviens, ça a duré, je crois, un TED, c'est entre 14 et 18 minutes, tous les soirs, pendant 1 an ou 2 ou 3. Ah ouais, ok. Donc ça, tu vois, je prenais des notes, etc. Et je lisais beaucoup management aussi. Du coup, comme mon frère, mon père et ma mère dans le milieu un peu économique, il y avait souvent le magazine Capital, Management. Donc c'était un peu les seules ressources, tu vois. Ouais, ça aussi, c'est bête à dire. Ouais, c'est sur la table c'est là, c'est la table du salon. Tu lis, tu vois des histoires, tu vois. C'est un jeu, quoi. Donc je pense que là, j'ai pas tout encore scanné, mais c'est des éléments qui ont fortement aidé. Bah, c'est vrai que je pense aussi le fait d'avoir un grand frère, c'est bête à dire, mais ouais, ça doit beaucoup aider quand même inconsciemment. Tu le vois. Ouais. S'il est entrepreneur. Non, mais ça inspire. T'as des discussions. Ouais. Mais... T'as une grande inspiration à un certain moment de ta vie, et je pense que ça joue.
c'est plein de petits éléments comme tout. Je pense pas qu'il y ait un gros déclic, tu vois, sauf si c'est soit dramatique, soit très très émotionnel. Je pense que c'est plein de petites pierres, de graines additionnées avec une envie et une passion d'apprendre. Bah là derrière, t'as que des signaux faibles positifs sur lesquels tu t'accroches et derrière c'est parti quoi. Et aujourd'hui encore, tu vois, j'estime être encore au tout début de ma carrière entrepreneuriale et que je vais encore faire plein de projets. Et bah pareil. Il y a plein de petites graines qui sont plantées, une direction, et tu essaies de créer un écosystème qui t'accompagne toujours dans ce côté bonheur, kiffer, apprendre, en tout cas avoir être accompli à 100% de l'aventure. Et à la fin, bah si ça peut que être mieux. Et le but c'est de faire mieux à chaque fois, tu vois, mais sans se mettre de pression, d'objectif final en fait. Il y en a pas un. Mais c'est un peu le but de ce podcast, c'est d'interviewer parce que je pense, je me trompe peut-être, mais il y a peut-être aussi des entrepreneurs qui entreprennent avec un peu moins de kiff entre guillemets. Il y en a plein, ouais. Donc c'est. Il y en a plein. Non, moi c'est clair que c'est obligatoire. Ça n'empêche que je suis très ambitieux, que je sais faire des sacrifices, que j'ai envie de faire des grandes choses et marquer les esprits. Donc forcément, tu t'équilibres, tu jauges, tu vois. Il faut réussir à jouer avec tout, quoi. Et du coup, avant de monter Kimono, parce que bon, tu vas nous le dire un peu après, mais finalement c'est assez similaire avec ton projet de lycée. Ouais, ça a été le déclic pour l'idée. Ok. Mais entre temps, tu disais, t'as lancé d'autres projets, t'as eu quelques échecs en parallèle de ton école de commerce ou autre. Je sais pas si t'as 2-3 anecdotes par rapport à ça ou. Ouais, il y a eu des boîtes sur le F&B, donc c'était des concepts food. Il y a eu une boisson. On a créé une boisson relaxante, l'inverse du Red Bull, sur la tendance du bien-être. Et c'était une boisson qui permet de t'apaiser, donc une sorte de tisane rafraîchissante moderne où tu bois, ça te déstresse en gros. Ouais. C'est un marché qui a explosé aux US, en Europe il y avait rien, donc nous on a été les premiers. C'était une super expérience. On avait fait du crowdfunding à l'époque pour créer la boisson, investir dans la recette, créer une marque, communiquer. En fait, toutes ces expériences, elles m'ont appris pas mal de choses. L'importance de communiquer, c'est-à-dire au-delà de vendre, créer une marque et communiquer, moi c'est ce qui me plaît, mais je pense que c'est cette expérience, parce que c'est tellement dur de vendre des boissons à 2 €, qu'il faut en vendre un paquet, qu'il faut communiquer, être créatif et être différent des autres. Donc j'ai tout de suite compris que peu importe mon industrie, B2B comme je suis aujourd'hui, ou consumer, ou digital, ou un magasin, ou peu importe, ta com fait toute la différence. Et je l'ai appliqué chez Kimono, ce qui a réussi à créer une marque dans notre univers. Donc tu vois, il y a ça. Donc ça c'est un des premiers learnings. Le deuxième, c'est la capacité de résilience. C'était ma deuxième aventure qui s'appelait La Récolte, et on avait des stands de salade de fruits frais, légumes croquants dans les campus étudiants au début. Donc en gros, nous on n'a pas encore une fois, je revenais d'un échange aux États-Unis. T'es dans un truc de dingue en termes de catering, de service, etc. Ouais. Là, t'arrives dans ton campus parisien avec un distributeur de sneakers, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais comment nous, en tant que jeunes, on peut manger sain sans aller au restaurant parce qu'on n'a pas 20 € à mettre le midi. Et on s'est dit, viens, on fait un concept un peu à la jour, pour ceux qui connaissent, où tu composes ta salade de fruits, ta soupe, tes légumes croquants. Et ça avait cartonné. C'était simple, hein, mais on avait créé une marque assez cool. Et on était présent sur 20 campus, donc ça déroulait. Ouais. Okay. On gagne le concours des jeunes startups de l'école, on fait notre stage dans l'incubateur de l'école. Et là, ce que j'apprends, c'est la dureté du business et de l'entrepreneuriat au sens large, de la petite entreprise. Parce qu'il y avait rien de digital, on avait des stands, on avait un bureau, on avait des vendeurs, et il fallait alimenter les points de vente. Donc nous, on se levait, pendant 2 ans, je me suis levé tous les jours entre 5 et 6 heures pour aller faire le marché. On avait acheté une camionnette avec nos économies, une petite camionnette jaune qui était une ancienne camionnette de la Poste, qu'on avait appelée Joël, et j'étais le seul de l'équipe à avoir le permis. Donc du coup, on va faire la collecte des stands, on allait sur les marchés à Rungis, expérience de dingue. Ensuite, on livrait tout le monde. Comme on avait trop de demandes, nous-mêmes, on tenait un stand la journée. Ensuite, tu récoltes, tu payes tout le monde, tu repars, tu nettoies, en 23 € au lit, c'est reparti. Mais c'était incroyable, c'est-à-dire ça n'a jamais été une souffrance, et nous on était dans la découverte de tout ça. Et pourquoi je dis résilience, c'est que on est dans le monde de la restauration entre guillemets, donc du coup il y a des normes de partout, on est dans de la livraison, de la logistique, c'est galère, le camion il tombait en panne tout le temps. Ensuite on faisait beaucoup d'événementiels B2B, donc des soirées, des festivals, on avait toute une autre offre là-dessus. Il nous arrivait mais vraiment tu te dis physiquement
vite comment tu résous un problème quand ton camion il tombe en panne au milieu de Barbès un vendredi à 15h full et que toi t'as un événement dans les bureaux de je sais pas quelle boîte et que tu dois livrer ce que t'as préparé en urgence et ça tombe en panne, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est quoi? Panique à bord? Comment t'appelles ton client? Comment tu te démerdes? Et en fait, c'est la débrouillardise. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'était débrouillardise. On a construit nos propres stands, donc on est devenu à un moment menuisier les week-ends parce qu'on construisait des stands, mais on adorait parce que on avait presque fait un prototype breveté, quoi. Donc voilà. Et donc ça, j'ai appris que l'entrepreneuriat, c'est très très dur. Faut être passionné. On parlait de passion. Il faut vraiment aimer ce que tu fais, y croire, parce que toutes les challenges dans lesquels tu vas rencontrer, bah, il va falloir les passer. C'est là où je me suis dit, bah voilà, il y a pas d'échec, il y a que des enseignements, il y a pas de problème, il y a que des solutions, et que même aujourd'hui, quand il y a des bad news ou en tout cas des problèmes quotidiens, bah tout de suite orienté, positif, optimiste, et on va résoudre la solution. Donc tu vois, ça c'est un des gros learnings de cette expérience qui m'a amené à être ultra optimiste, positif, enthousiaste et de prendre des coups, mais toujours se relever. Je dis toujours un bon entrepreneur, c'est un bon boxeur parce que c'est pas le mec le plus costaud, mais c'est celui qui se relève toujours. Tant que tu te relèves, t'es dans le match, tu vois. La boxe, c'est un thème très récurrent qui vient souvent dans mes podcasts. La MMA. Ah ouais, ok. On a parlé presque dans plus de 50% des épisodes. Wow. Du coup, j'ai essayé d'avoir Francis Ngannou ou celui qui se bat samedi contre Baki contre Doumbé. Ouais, Doumbé, Cédric Doumbé. Ouais, exact. Enfin bref, mais ouais, c'est vrai, la boxe, c'est très bonne. Bah ouais, donc voilà, donc résilience à ce moment-là. Et pour conclure, tu m'as dit 2-3 anecdotes. La troisième, c'est que du coup, dans ces 4 aventures, j'ai pas tout dit, je me suis pas étalé, mais j'ai eu des associés différents. Donc des associés meilleurs potes, des associés inconnus, juste des mecs que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, et tout d'un coup, qui est beaucoup plus âgé. Okay. Tu vois, de 40, 45 ans. Donc j'ai eu tout type d'histoire. Et du coup, j'ai compris l'importance des associés, l'importance de bien choisir ses associés, puisque du coup, il y a eu des bons et des mauvais, forcément. L'importance de ces couples, qui soient un duo ou peu importe combien d'associés, il n'y a pas de recette magique. Comment réussir derrière la meilleure association, parce que derrière un projet, c'est une équipe, c'est des humains, et si ça va pas ou si ça peut ne pas aller, ça fout en l'air tout le projet. Donc voilà, donc ça m'a pris conscience que tu t'associes pas avec n'importe qui, il faut bien checker en amont, se protéger, sécuriser, anticiper, être en confiance et let's go, quoi. Ouais, bah justement, bah là tu me lances sur un thème qui est assez important dans l'entrepreneuriat, c'est l'association, ou même des fois le fait d'être solopreneur, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est intéressant vu que tu dis que tu as fait plein de projets. Déjà, est-ce que c'était des projets, vous créiez des sociétés, etc. à chaque fois, vraiment incorporés? Non, ouais. C'est en fait, c'est vraiment des boîtes, des sociétés. J'ai eu plein d'autres projets non sociétés, des petits projets. Ça c'était avant, mais là c'est vraiment, on parle de boîtes, quoi, avec des employés, etc. Et donc du coup, si tu fais le pour et le contre de toutes les associations, les inconnus, avec des inconnus ou avec des très bons amis, et enfin qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, est-ce qu'il y a une recette miracle ou? Et ben alors du coup je pensais en avoir une, et la conclusion, parce que pour Kimono j'ai eu encore une association complètement différente, c'est que j'ai des cofondateurs historiques, stratégiques, mais qui n'étaient pas opérationnels. Ce qui veut dire que j'avais un peu la casquette de solo founder, très bien épaulé avec des associés qui m'ont aidé day one dès le début, mais qui derrière, ils avaient pas de rôle opérationnel, ils m'ont laissé dérouler. Et c'est pas un investisseur pour autant. C'est pas un investisseur pour autant. On est cofondateur. Et du coup, ça c'était, tu vois, c'est pour Kimono, 6 ans et demi après, je me dis mais c'est parfait parce que moi ça m'a permis de dérouler mon truc, d'avoir des personnes qui me font confiance, si demain j'ai eu besoin d'une tête pour me reposer, je peux, ils sont à ma dispo. Et je me suis dit mais c'est comme ça que moi je peux, un peu comme un artiste, quoi, m'étaler et faire tout ce que je veux. Et c'est ce qui m'a permis d'être, je pense, ultra épanoui et d'avoir amené Kimono là où on en est aujourd'hui. Mais et donc je me suis dit c'est ça qu'il me faut, moi. Mais tu vois, dans d'autres projets où j'ai des associés, en fait je comprends aussi d'avoir un associé full time avec toi, la valeur que ça t'apporte au quotidien. Sparring partner. Et du coup je me suis longtemps challengé en me disant mais voilà, tous les associés que t'as eu, est-ce qu'il y a une recette miracle? Et j'en reviens à dire que en fait non, parce que même tu vois s'associer en couple, s'associer en famille, j'ai pas fait, mais s'associer non pas le chiffre 3 parfait, mais 6, 7 solopreneurs, en fait je me rends compte que tout peut fonctionner. Il y a des plus et des moins partout, et que c'est en fonction de ton timing, comment tu te sens,
tes ambitions à l'instant T qui vont faire que. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé la recette magique et qu'il y en a pas. Peut-être du feeling ou ouais, c'est du feeling, c'est de la confiance, c'est de l'ego. Et tu vois, t'as pas le même ego en fonction de ta maturité. C'est plein de sujets qui en fait c'est des planètes qui s'alignent. Et parfois elles s'alignent pas, moins, mieux ou parfois parfaites. Et c'est génial et ça existe. Et tu vois, comme t'as dit, c'est un gros sujet entrepreneuriat d'association. On entend beaucoup de mauvaises histoires, c'est dur. Il y a quand même des histoires aussi incroyables. Ouais, c'est un peu comme toi, on oublie de parler des bonnes choses. Ouais. Mais il y en a plein. Et moi, j'en suis le témoin. J'en ai vécu plein des bonnes histoires. Et aujourd'hui, en plus, je suis pas à l'abri de connaître une mauvaise histoire un jour, tu vois. Mais tu sais te prémunir. Mais en tout cas, tout est possible. En fait, je me suis dédouané de trouver cette recette parfaite qui va du coup designer ton projet parfait. Non, il faut que ce soit pour le projet, l'équipe parfaite sur laquelle toi tu penses que t'as vous avez toutes les compétences pour réussir et vous avez envie, vous fonctionnez du même rythme et que ça va le faire quoi. Donc timing, feeling, quelques points de sécurité, de red flag à analyser. Tu vois, il y a des, tu vois, moi je sais que j'ai des choses red flag. Par exemple, si demain, là on a une idée là, on discute pendant un mois, on se chauffe, à un moment on se dit ok go. Si tu mets par exemple un avocat dans la boucle et tout de suite tu te protèges, tu vois, t'es à fond, mais tout d'un coup on sécurise des gros mails, tu sais de sécurité, protection, comme si tu faisais un pacte d'associés de malade avant même d'avoir testé l'idée de se lancer. C'est pas dire qu'il faut pas être carré, c'est-à-dire faut pas qu'il y ait de loup, c'est les pourcentages, les rôles, il y a des trucs définis, mais sur des détails chipotés. Commencer à mettre pas de la non-confiance, mais de dire si il se passe des mauvaises choses, ça va se passer comme ça. Moi, je suis plus on se tape dans la main. On a assez parlé pour se faire confiance, avec partager des valeurs communes. On y va et on sera assez intelligent pour s'il y a un challenge, le faire entre nous. Tout le monde ne pense pas comme ça, mais moi je sais que si tu me mets du coup, voilà, j'ai réfléchi, voilà le contrat, voilà tout ça à faire, et viens on signe, et c'est hyper formalisé avant, alors qu'on est au début de l'aventure et qu'il y a rien. Moi, c'est un gros red flag. Je me dis tout de suite, oula, c'est-à-dire que lui, il va me faire chier. Donc t'accordes ta confiance quoi. Tu veux montrer que t'accordes ta confiance. Mais est-ce que tu délimites une période de test pendant je sais pas 1 ou 2 mois avec un objectif commun? C'est en général un test entre 3 et 6 mois. Et c'est assez naturel, tu te dis pas on se fait un point dans 6 mois, mais il y a différentes étapes que tu passes qui se font naturellement. Mais dans ta tête, tu te dis en 3 à 6 mois, faut que tout soit validé en fait. Qu'il y ait plus de sujets, qu'on ait eu le temps de parler de tout et qu'on ait eu le temps de vivre un peu tout. Il faut quand même cadrer le truc, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, tu dis on va travailler ensemble sur un projet et il n'y a pas vraiment de leader ou quoi que ce soit et au final ça tombe à l'eau et vous écrivez plus enfin, entre guillemets. Ouais, alors c'est qu'il fallait pas faire le projet, mais non, tu cadres. Pour le coup, tu cadres, tu dis les choses, hein, tout est clair. Mais c'est juste ce côté, moi c'est ce côté administratif à un instant T où il n'y a pas besoin. C'est plus mettre de la complexité. Donc je suis plus, comme tu as dit, j'accorde ma confiance, mais même vis-à-vis de mes équipes, bien évidemment, tu as un contrat de salariés, etc. Mais moi, je donne toute ma confiance directe. Et j'explique les règles. Je dis, voilà, t'es autonome, voilà, moi, je t'attends, etc. Donc, il y a le cadre, tout le monde a les règles du jeu. Mais je donne 100% de confiance. C'est-à-dire, je ne viens pas avec des doutes, etc. Et je préfère réduire le champ, mais je préfère réduire le champ ou être déçu que l'inverse, de dire, je suis très méfiant, et tu vas devoir la gagner, ma confiance. Et petit à petit, voilà, tu l'ouvres. En fait, pareil, un peu comme le Yes Man, en faisant ça, la plupart des gens qui sont assez bien dans leur tête, on va dire qui sont des bonnes personnes, il y en a quand même pas mal, ils ont pas envie de te décevoir. En général, quand quelqu'un te donne 100% de ta confiance, t'es presque, waouh, attends, j'ai les clés. Ouais. C'est fou, je suis pas légitime d'avoir les clés. Et du coup, je vais pas le décevoir. Donc limite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les résultats sont encore plus importants, tant dans la relation que performance, objectif, travail. Quand tu donnes la confiance. Bien sûr, parfois, tu peux te faire trahir. On peut te la mettre à l'envers. C'est déjà arrivé, mais c'est 5%, même pas. Donc le reste est hyper positif. Et du coup, je fonctionne toujours comme ça. Je le dis pas, hein, je le matérialise pas, mais je montre que je suis en pleine confiance. Ce qui fait que du coup, on va voir comment la personne agit. Soit elle est intelligente, elle capte, elle se dit OK, je vais pas le décevoir, je vais tout donner. Et en fait, je vais surperformer, je vais me développer.
Ou alors, c'est bon, j'ai compris, je peux la faire un peu à l'envers. Mais du coup, moi, je suis pas con, je capte aussi rapidement ça. Mais voilà, donc j'ouvre, mais là, je t'ai parlé de pro, d'associé, perso, pareil. Tu vois, moi, perso, full confiance. Mais par contre, je vais tout de suite, j'ai une analyse humaine, j'analyse les gens assez rapidement, j'ai à savoir à comprendre les profils des personnes très rapidement. Quelle typologie de personnes c'est. Donc, je sais tout de suite réagir, mais voilà, je donne tout. Et on voit, soit ça se réduit, soit ça s'augmente à fond, soit ça s'arrête. Mais au moins, je suis fixé, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. Je pense que moi, à la base, j'étais un peu de nature un peu méfiant de base. Ok. Mais j'essaie de travailler justement sur moins faire confiance plus rapidement, etc. quoi. Ouais, mais c'est humain, c'est normal. Hein. Je pense que la plupart des gens sont comme toi, et c'est largement légitime. Mais pour l'avoir testé, fait et avoir été comme ça maintenant depuis toujours. Tu gagnes beaucoup plus à la fin. Ouais, je pense. Et ça va plus vite aussi. Ouais. Et tout va plus vite, ouais. Tu perds moins de temps. Et tu vois, dans ce côté amoureux de la vie, profiter. Moi, j'évite. Tu vois, je suis pas quelqu'un de stressé. Par contre, je veux dire, bien sûr qu'il y a des choses qui te préoccupent, forcément. Mais je vais pas m'angoisser pour certains trucs. Et quand t'es méfiant, tu peux vite te tracasser la tête pour des trucs inutiles. Et moi, j'essaye dans mes journées, dans ma vie, de n'avoir pas de tracas. D'être bien au maximum, de travailler ce bien-être et de me dire j'ai rien qui vient brouiller mon expérience de vie de trucs inutiles. Tu vois, je peux m'étaler longtemps là-dessus, mais j'évite de me brouiller. Moi, je vois trop de gens, ils sont angoissés sur des sujets qui méritent pas, ils sauront pas la réponse de toute façon, donc à un moment, lâche l'affaire, tu verras quoi. Mais tu fais quoi pour lâcher prise quoi Ouais, tu lâches prise quoi. C'est presque du je m'en foutisme un peu. Tu vois, c'est presque ça te passe au-dessus. Mais c'est pas dire que tu t'en fous, en fait. Mais c'est plus, pour y arriver, c'est ça, c'est tant pis, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, quand il y a des gros problèmes, des grosses décisions, des trucs vraiment stressants, chiants, humains, pro, business, stratégie, ce que tu veux, financier, etc. Quand je suis dans ma zone de confort, à savoir, quand t'es chez toi, quand à la fin de journée et autres, c'est fini. Moi, on en reparle demain, quoi. Ça m'est jamais arrivé de pas dormir pour un truc. Ça, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer là dans ce délai? Rien. Ne gâche pas ce moment. Tu vois, j'en suis à là de se dire, ne gâche pas ce moment. Profite et tu verras demain. Et par contre, tu vas prendre le sujet sérieux, responsable. Et tant que tu fais les choses bien, tu vois, ça veut dire que t'es pas en mode t'envoies tout en l'air. C'est que tu traites les choses au bon moment et tu joues pas ta vie. En tout cas, c'est pas des enjeux vitaux. Le jour où ça l'est, c'est un autre sujet. Mais là, on parle pas de vie, donc ce sera demain. Et au final, on pense toujours que tout est urgent. Et en fait, c'est ton timing. Les choses, c'est toi qui gères ton propre tempo, quoi. De toute façon, il faut juste régulièrement se dire qu'en fait, il y a rarement des enjeux vitaux dans ce qu'on fait. Bah ouais. Mais quand tu vois, moi, je vois autour de moi, que ce soit des entrepreneurs proches ou autres, ils sont pas bien. Et ils se font mal physiquement, mentalement. Et tu te dis, à la base, t'as pas signé pour ça. Tu le sais très bien. Et peut-être pourquoi? Pour le gain, t'as mis tous tes sacrifices là-dessus. C'est le chemin qui est le plus important. Donc, alors je sais que c'est très facile à dire. C'est 1 milliard d'expériences et moi, j'avoue, ça fait 10 ans que j'expérimente. Donc, je commence à avoir compris. En tout cas, moi, ce qui me concerne, est quand même des choses qui marchent. Moi, je pourrais pas me dire que ma boîte me fait du mal physiquement. C'est impossible. Enfin, je veux dire, je peux pas l'accepter, quoi. Tu vois, le monde du travail, enfin, je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. Mais t'as l'impression de t'en être rendu compte ça au bout vu que ça fait 10 ans que t'expérimentes, est-ce que t'as eu l'impression, par exemple, les 3 premières années, tu galérais encore un peu et à un moment t'as vraiment pris conscience ou? Ouais, les premières années, mais tu vois, heureusement j'ai eu de la chance parce que c'était en parallèle de mes études. En fait, le risque était de 0. Ouais, mais j'étais all-in. Je te dis, 5 heures le matin, 23 heures, intense, physique, debout, le dos, le machin, mais t'es jeune, t'as pas d'enjeu, donc ouais, insouciant, clairement, naïf, tout ce que tu veux, donc tu fais 1 milliard d'erreurs. Et du coup, je me suis dit, si ça, je l'aurais fait à un autre stade, je me serais interdit, ou mon corps m'aurait dit stop. Là, heureusement, j'ai arrêté une de mes boîtes parce que j'étais plus heureux, je l'ai ressenti. Du coup, je prenais plus de plaisir. Tu te lèves le matin, t'as plus envie d'y aller. Tu sais, tu te dis, oh là là, flemme. Oh non, ça devient. Et là, tu entres dans une tourmente. Et là, moi, en 2 mois, j'ai dit, ok, next. Et tu l'as closé complètement, t'as même pas Non, j'ai vendu mes parts à mon associé, j'ai démissionné de mon mandat de DG, j'ai fait au revoir. Et pareil, en bonne et due forme, pas d'appât du gain. Le but, c'était pas de faire l'argent, c'était de penser à moi et d'être bien. Donc l'argent, on la fera plus tard. Okay. Mais pareil, j'étais jeune, je peux me le permettre, etc.
Mais c'était un peu le mindset. Alors j'aurais pu rentrer en égo, on aurait pu ça aurait pu être conflictuel. Et moi je me suis dit, pas de conflit, on va faire bien, on se tape dans la main, cordial, on est des gens bien, et hop, on passe à autre chose et tu dors tranquille. T'évites les choses, quoi. Ok, ouais, hyper intéressant. Et tu disais tout à l'heure, tu te vois un peu comme Mr. Yes. Il y a aussi, tu connais certainement Richard Branson, que j'aime beaucoup. Ah yes. Qui est pareil, connu pour dire oui à tout. Mais on entend aussi souvent qu'il faut savoir dire non. Oui. Comment exact. tu fais la part des choses entre oui à tout? Moi, je suis plutôt comme toi, du genre à dire oui à tout aussi, mais faut, je sais pas, comment t'arrives à dire non des fois, quoi. Ouais, non, mais il faut. En fait, le yes man, c'est un mindset. T'es pas têtu au point de dire je dis oui. C'est pas ça l'idée. C'est clairement pas ça l'idée. L'idée, c'est t'es dans un mindset de tu vas plus tendre au oui. Pour tester des choses, prendre des risques. Et clairement, il faut savoir dire non. On est dans une époque, la période qu'on vit, où le less is more est beaucoup plus actuel. C'est-à-dire faire mieux avec moins. On est sur les back to basics. Donc il faut dire non. Il faut dire non, bien évidemment, pour te protéger, pour éviter des choses. Je pense que c'est à différentes phases de vie aussi, tu vois. Mais le yes man, ça veut pas dire, pour le coup, moi je dis oui à tout. Je dis très souvent oui. Et j'aime bien me challenger là-dessus. Ça veut dire si on me propose un truc qui est soit une situation confortable, soit parce que tu vois par exemple on te propose un dîner un dimanche soir avec 15 dirigeants, tu les connais ni David Adam, il y a pas de gens spécialement que tu vas rencontrer, t'es invité par quelqu'un que t'aimes bien, que tu connais, mais il te propose. Tu sais que ce week-end-là, je sais pas, t'as un anniversaire ou t'es parti en week-end quelque part, tu vas être crevé. Dimanche soir, t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie en plus de oh là là je connais personne, je vais devoir networker, c'est toujours chiant. Et un truc comme ça m'est arrivé 1000 fois, alors pas le dimanche mais des situations comme ça. J'ai tout pour dire non, là tout le monde dirait non. Ouais non, pas dispo, une prochaine, classique. Et tu dis oui et tu vas voir. Et en fait à chaque fois il se passe des trucs de ouf, c'est la rencontre qu'il te fallait, que ce soit tant un investisseur que un pote, que ce soit un business, un futur associé potentiel. Et c'est plus dans ce sens-là, c'est que t'analyses le sujet, que ce soit, là j'ai parlé d'un truc pro, mais ça peut être perso. Est-ce que t'as des éléments contre? Oui. Pourquoi tu dirais oui? Pourquoi non? Est-ce qu'il y a un petit pourcentage de chance que si tu vas, on sait jamais. Et c'est en ce sens-là, let's go. Et un exemple à l'inverse, c'est peut-être pas facile à trouver, mais un peu similaire, où tu dirais non, du coup. Ouais, je vois. Et du coup, honnêtement, en disant oui comme ça, je te dis, 99% des cas, à chaque fois je me dis, heureusement que j'y suis allé. Et maintenant, j'ai développé presque une confiance en moi, une mécanique de me dire, j'ai pas du tout envie d'y aller, vraiment 100% des cas. Là, il y a rien qui va pour y aller. Et là, il y a ma petite voix qui me dit, tu te rappelles toutes les fois où t'as dit ça, et à chaque fois ça l'a été, et viens la challenger pour voir si t'as raison ou pas. Je fais, allez, j'y vais, vas-y, ça me saoule, je suis fatigué, j'y vais. Et à chaque fois, ça fonctionne, et j'ai mon truc. Et je me dis, putain, quand je rentre chez moi, je me dis, voilà, donne. Donc, next, on verra. Exemple, non, ou faut dire non. C'est difficile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y en a. T'as le droit de passer tout le tour. non, mais alors, je peux le donner en tant qu'entrepreneur parce qu'on est beaucoup sollicité. Tu vois, mon kimono, ça fait 6 ans et demi. J'ai beaucoup de gens qui me sollicitent sur LinkedIn, par mail, par SMS. J'ai beaucoup d'intros. Ouais, salut, faudrait que vous vous parliez. Donc là, tu vois, par exemple, je dis de plus en plus non pour m'aérer mon agenda, que je sois focus, que je sois équilibré. Et parce que j'ai connu à une époque, je crois que c'était la 3e année de la boîte, j'étais 8h, 19h, full meeting, toute la semaine. Et bien sûr, si tu nourris tes dynamiques, mais en fait, t'as pas le temps de te concentrer sur autre chose. Et à un moment, tu te dis, ok, je plante des graines, ça me rapporte des choses. Mais là, tu fais la part des choses. Et donc, du coup, par exemple, pour mon agenda, je suis devenu hyper picky, rigoureux, et je dis beaucoup non en ce moment. C'est-à-dire, faut vraiment que ça ait un intérêt là. Sinon, on verra plus tard. Alors qu'à l'époque, j'aurais pu dire, ah ouais, grave, tu vois, mais que ce soit une personne, qui me demande des conseils ou moi que j'aimerais prendre des conseils. Tu vois, dans les deux sens. Et voilà. Donc, tu restes agile là-dessus. Des événements, on t'invite, où tu te dis, je vais y passer pour voir, etc. Pareil, j'en fais un peu moins. Tu dis non, tu dis, c'est pas grave, pas de FOMO. En fait, faut pas qu'il y ait de FOMO. Faut pas de FOMO de dire, je fais tout. Et pareil, moi, mon vecteur, c'est bien-être, plaisir, équilibre. Il faut que je l'orchestre autour de tout ça. Et si j'estime qu'aujourd'hui, en ce moment, je suis dans une phase, je vais être un peu plus calme, prendre soin de moi, prendre le rythme, me concentrer, j'ai mes objectifs et je me focus, tout le reste, je dis non. Donc parfois, ça peut être une majorité de non, tu vois.
Donc c'est pour ça que c'est plus un mindset à avoir, mais ça veut pas dire que tu te dis pas non clairement. Ok. Et donc là, tu disais, ça fait 6 ans et demi que tu as lancé Kimono. Ouais. J'avais cru voir un article ou autre que en quelques années, vous étiez passé de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires, je crois. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous dire un peu rapidement les débuts, même ce que c'est Kimono, parce qu'on l'a pas dit clairement, et si tu as quelques conseils que tu en as tirés pour réussir à bien se développer assez rapidement. Ok. T'as une bonne heure encore devant toi? Ça peut. Il y a autant plein de thèmes que j'ai envie d'aborder. Ouais, ok. On va faire en synthétique, mais c'est une très bonne question qui est forcément large parce qu'elle fait partie de ma vie depuis 6 ans. Donc j'ai évidemment plein de choses à dire. Mais voilà, donc déjà, qu'est-ce que c'est Kimono? Donc Kimono, c'est une boîte de services B2B sur le marché de la culture d'entreprise. Et on se définit comme des culture designers. Donc notre métier, c'est de designer la culture des boîtes à travers différents produits, différents services. Donc comment on fait tout ça? C'est bien joli. Et comment on fait? On a 4 métiers. Et le premier, on est connu pour ça, c'est d'avoir fait des vêtements et des objets personnalisés. Donc toute l'offre de merchandising où on s'est dit que la culture, en fait, pourquoi tout ça a commencé, c'est on s'est dit mais la culture, tout le monde a compris que c'est important, personne sait comment la travailler. On sait aujourd'hui que ta culture, c'est ce qui a besoin, enfin c'est ce qui va faire que ta boîte a une équipe alignée autour d'une même vision, de valeurs communes, qui va faire qu'il y a un sentiment d'appartenance, qui vont faire que les personnes sont épanouies, qui rejoignent le projet, une mission, etc. Et qu'à la fin, c'est ce qui va faire que tu vas réussir d'un point de vue business. Donc c'est lié au résultat. C'est pas juste pour le plaisir, c'est pas juste pour la qualité de vie au travail, c'est pas juste du bullshit, c'est concret, prouvé, validé que ta culture a un impact très positif sur ta boîte, économiquement parlant aussi, et à tous les points de vue. C'est plus pour en interne, l'ambiance en interne, que par exemple si tu dis design de suite ou autre, ou c'est plus pour essayer de se faire connaître à l'extérieur? En fait, c'est tout. En fait, c'est que du coup, on s'est dit, OK, la culture, c'est ça. On va commencer par un premier produit que tout le monde connaît, comprend, c'est le merchandising. Et du coup, ça peut être soit pour tes équipes, soit pour tes clients, soit pour tes cadeaux, pour être visible. C'est de la marque employeur, c'est du branding. Et donc, nous, on s'est dit, on va dépoussiérer cette industrie qui est considérée comme de la publicité. Nous, on va le rendre en mode brand. Donc, des produits quali, qui sortent de l'ordinaire, que t'es fier de porter, que tes équipes vont pas mettre dans un tiroir, qui vont mettre dans leur vie quotidienne et qui vont faire de la pub ou qui sont fiers de représenter comme une marque, puisque chaque entreprise est une marque. Donc ça, c'est notre premier métier, donc qui fait encore 60% du chiffre parce que on est connu et reconnu pour ça. Premier métier, on habille les équipes. Deuxième métier, on habille les murs. Ta culture, c'est aussi ton environnement de travail. Du coup, on a toute une offre d'aménagement d'espace de bureau qu'on appelle Office Design. Et là, on a des archis, des chefs de projet qui vont designer, rénover des bureaux de A à Z. Ça, c'est deuxième métier. Le troisième, c'est de dire, après avoir tant parlé de culture, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment on peut aider en jus de cerveau? On a développé une méthode et du coup, c'est une offre de conseil en culture. Une méthode où on a redéfini le sujet de culture en différents piliers. On est capable de mesurer ta culture, on est capable de la transformer à tout stade de ta boîte, que ce soit un grand groupe ou une petite boîte, et la créer, la formaliser avec différents livrables. Donc là, c'est une mission de conseil. Donc voilà, donc troisième offre. Et quatrième métier, c'est une offre événementielle. C'est faire vivre ta culture à travers les événements internes, donc organisation, des séminaires, des team building et tout type d'événements que tu as, la soirée de Noël comme le voyage pendant 3-4 jours ailleurs. Et voilà, et donc du coup, c'est 4 métiers différents mais qui fonctionnent ensemble dans le but de designer la culture d'une boîte. Donc on a des clients qui achètent tout, d'autres qui ont commencé par l'événement puis après vont faire des bureaux, des vêtements. Nous, on a une augmentation du panier moyen par client naturel puisque il y a un cross-sell naturel et on se différencie des autres. On a vraiment créé ce marché de la culture et voilà. Donc on le fait comme ça. On est une petite cinquantaine dans l'équipe aujourd'hui entre Paris et Bordeaux. On a plus de 10 000 clients B2B. Donc autant du CAC 40 et grands groupes que des startups, scale-up et PME, ETI plus classiques, partout en Europe. Et voilà un peu pour Kimono. Comment t'as réussi à signer ton premier client, par exemple? Tu t'en rappelles? Ouais. Je me rappelle très très bien. C'était Agricool, mon premier client. Ah, Agricool. Je parlais à le fondateur. Guillaume. Ouais, Guillaume Fourdinier. Qui a monté le plongeoir, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Carrément, une newsletter. Ouais, c'est ça, ouais. Yes, exact. J'ai vu qu'il avait fait un burn-out justement. Ah ok, j'ai pas suivi, j'avoue, mais en tout cas c'était notre premier client. D'accord. Et je m'en souviens très bien parce que au début j'étais seul, comme je disais opérationnellement, et mon but c'était de faire du sales, il fallait vendre, etc. Et je te disais que j'avais compris l'impact de la com et de créer une forte image dès le début.
Je reviens sur ce que tu viens de dire. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de startups qui le comprennent. Quand tu dis que tu étais seul, opérationnel, mais ton but c'était de faire du sales. Ouais. Je pense que c'est un point assez important. C'est que vraiment, on entend ça, on a tendance à oublier quand on lance une startup que il faut vendre. Au début, la première chose à faire, c'est de vendre. Il faut des clients. T'as rien. En fait, ça sert à rien de mettre en place une machine, des process, des machins. On s'en fiche. Moi, là-bas, c'était, il faut signer, il faut faire du business. En fait, il faut prouver que t'as des clients. Et après, tu t'organises. Mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, tu t'es dit, on va faire du sales. C'était le seul focus, quoi. Tu fais de la com, l'admin, c'est anecdotique. Bien sûr, au début, t'en as pas beaucoup de toute façon. Il fallait trouver des clients. Donc, t'es uniquement focus là-dessus. Et après, tu travailles tes fournisseurs, tu travailles tes partenaires, etc. Mais du coup, comment on a fait? On a fait une super OP de com qui nous a permis de signer nos clients. Et la super OP de com, c'était de dire, en fait, on a pris les 10 startups du moment à l'époque, parce que c'était un peu notre cible au début. On a choisi un marché de niche aussi, ça c'est important. Au début, c'est de taper tout le monde. Tu prends une niche, tu viens le leader sur la niche, et derrière, tu as une légitimité pour aller ailleurs. Donc nous, au début, c'était les startups. En plus, on était dans la grande époque. Aujourd'hui, je pense pas que tu te dis, je vais aller viser les startups. Clairement pas. Donc du coup, on a pris les 10 meilleurs. Je leur ai fait donc j'ai pris les CEO, fondatrices de fondateurs de chaque boîte. Je leur ai écrit, je leur ai dit, moi, je t'offre un produit brandé, hyper quali, ça n'existait pas parce que les goodies étaient connus comme pas top. On te fait un truc vraiment, vraiment stylé. Je viens avec un photographe pro, je te fais un shooting incroyable en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et derrière, tu m'autorises à communiquer cette photo. Tout le monde a dit oui, évidemment. T'as un produit gratos et t'as une photo de toi stylée de ta boîte. Du coup, j'ai eu ça. On a mis les photos sur la landing page et on a communiqué en mode, on habille déjà les meilleurs. Pourquoi vous n'êtes pas là encore? Donc forcément, c'était une sorte de mini mensonge, mais on n'a pas dit que c'était nos clients. On l'a induit. On a dit regardez, donc c'est subjectif. Mais les clients, ils savaient que du coup, ils ont vu après qu'ils étaient sur la landing page. Ouais, ah oui. Ça leur a pas posé de problème. Ah non, ils étaient. Mais franchement, ça leur fait de la pub. Ils étaient. Ouais aussi. Ouais. Ils étaient grave contents. Et en plus, pour l'anecdote, ils sont tous devenus clients parce que en plus, c'était presque un moyen de les draguer. Parce que t'imagines, tu leur mets un produit qui est trop beau et après ils se battent dans le bureau. Tout le monde voit ça. C'était nouveau. Aujourd'hui, ça fait partie du starter pack d'avoir son vêtement brandé. À l'époque, personne ne le faisait. Et du coup, ils sont tous devenus clients. C'était no-brainer pour eux. Il y avait pas trop de raisons Il y avait pas trop de raisons. Donc voilà. Donc ça a été, c'est comme ça que du coup j'ai eu mon premier client. Et c'était Agricool. Une commande entre 2000 et 3000 euros. Et je me souviens le produit, la mise en production. Enfin, je me souviens de tout. C'était génial. Et toi, tu te rappelles combien ça t'avait coûté d'offrir 10 pulls Ouais. C'était... Le shooting, le photographe sur 2 jours, plus les produits. Je crois que c'était 500 euros. Donc, au total. Donc ton investissement un peu initial pour lancer le... C'était notre seul investissement. Le reste, on a fait une landing, on l'a fait nous-mêmes, on s'est débrouillé, quoi, et on l'a lancé. Et première semaine de lancement, mars 2017, 400 demandes de devis. On a communiqué sur ça, on a fait toute une OP de com en mode grosse annonce. Ouais. 400 demandes de devis, et en fait, ça s'est plus jamais arrêté. C'est-à-dire que et après, c'est parti, quoi. Donc, on a recruté, et let's go, quoi. Et ça, du coup, tu disais tout à l'heure, ton cofondateur un peu non opérationnel, c'était The Family, Il y a The Family et Hugo. Hugo, d'accord. Hugo Benz. Et eux deux, The Family pas trop opérationnel, mais Hugo opérationnel avec En fait, Hugo, pourquoi il était dans la boucle, c'est qu'il avait une usine à l'époque de personnalisation. D'accord. Et du coup, en fait, c'est comme si tu t'associais avec ton fournisseur. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'on a eu des prix de dingue dès le début, qu'il a été hyper actif, qu'il m'a appris tout le métier, etc. Donc ça a été un partenaire très clé à ce moment-là. Ah oui, et The Family, l'expérience The Family, le réseau The Family, les startups de l'époque, ils nous ont apporté énormément de choses. Parce qu'on n'a pas payé de bureau au début, ils nous ont connectés avec énormément de gens. Donc en fait, tout ça m'a donné une sorte de boost day one. Et vous avez jamais levé de fonds? Parce qu'avec The Family, en général, les startups, elles lèvent plutôt des fonds. Ouais, nous, c'était un schéma un peu à part. On était un peu un ovni dans tout ça. Donc on n'était pas la startup basique, le process basique, c'était complexe, différent, on va dire. Et on a fait une petite levée en 2019 d'1,5 million, uniquement avec des business angels pour accélérer, parce qu'on avait envie, on avait craqué notre marché, et maintenant c'était recruter, faire du market, et forcément on a un business où on est rentable dès le premier jour et qu'on peut s'autofinancer, mais là fallait aller plus vite, quoi. Donc levée de fonds là-dessus, et on n'en a pas refait depuis. Et tu penses que c'était une bonne, c'était nécessaire? C'est une bonne question. Nécessaire, non. J'aurais pu m'en passer. Mais j'ai gagné facile 3 ans, quoi. 2-3 ans, facile. Ouais, ok. Ça nous a permis de passer des étapes clés
de prendre des risques, de marquer les esprits très fort à ce moment-là, qui a consolidé la marque. Donc en fait, zéro regret et heureusement on l'a fait. Franchement, génial de vivre cette expérience et de l'avoir fait. Nécessaire, on n'en avait pas besoin. C'était moi qui voulais aller plus vite. Je voulais aller plus vite, je voulais accélérer, je voulais montrer on avançait à fond et j'avais plein d'idées et il fallait des sous, quoi. Et ça nous a permis de passer ça. Donc en fait, ça nous a permis d'être le kimono où on est aujourd'hui, mais par rapport à notre business, on aurait pu s'en passer, mais peut-être qu'on serait pas là, quoi. On serait plus lent, on aurait été plus lent, peut-être plus mesuré. C'est pas dire qu'on gagnerait plus ou moins d'argent, mais ça aurait été autre chose. Ok. Et c'est assez intéressant l'idée où tu disais que tu t'es associé avec Hugo, ton fournisseur. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines, justement de s'associer un peu avec son fournisseur Bah grave. En fait, un partenaire stratégique, c'est game changer. Donc, peu importe l'industrie, si c'est du produit ou même du service, si c'est un sous-traitant, le fait de s'associer, t'alignes les intérêts tout de suite. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on avait des délais records et des prix records. Lui, il se dit, je peux baisser mes marges, je peux lui faire des actions uniques. Parce qu'en fait, je suis aussi là-dedans. Donc en fait, on bosse pour nous en fait. Et tous. pour lui, il y a pas de parce que il était encore exclusif ou il pouvait aussi vendre à d'autres. Non, il était pas du tout exclusif. Donc il pouvait fournir à d'autres. Ah ouais, entreprises. bien sûr, ouais. Mais il faisait sur un autre segment. C'était pas un acteur qui fournissait des concurrents directs, tu vois. Il faisait autre chose. Okay. Et nous, on pouvait se produire là. Donc voilà, donc clairement, si tu peux le faire ou s'il y a un intérêt dans le business, il faut. Je trouve que c'est un bon accélérateur. Maintenant. Je pense que c'est un truc à bien penser dès le début parce que après, bah forcément, nous maintenant on a plus de 15 fournisseurs, enfin il y a plus de sujets. En plus, lui, il avait revendu son histoire à l'époque après. Donc le seul truc, c'est de prévoir soit une porte de sortie, tu vois, porte de sortie pour pas que ce soit quelqu'un en fait de ta cap table qui a plus de sens. À un moment, il a plus de sens. Il est là pour l'histoire, il est là au début et il mérite forcément. Mais peut-être prévoir de fait de, bah voilà, tu vas être notre boost du début, on donne X part, mais peut-être que dans le long terme, à partir de X objectifs ou autre, bah, il y a peut-être une opportunité de sortie. Et tout le monde est content parce que lui, il a fait une opération. Mais ça, je pense, c'est à réfléchir parce que ce qui est vrai, c'est qu'après, il y a les sujets d'exclusivité. Il aurait continué parce qu'il a complètement changé de business après, mais peut-être qu'il y aurait eu des conflits d'intérêts, tu vois, Donc ça se réfléchit, mais en tout cas, je trouve que en fonction des business, ça peut être très smart. Ok. Et donc après, ce que tu disais tout à l'heure, pour vraiment faire croître, les devis n'ont pas arrêté de venir presque de manière naturelle et organique, mais t'as mis une machine de sales à fond. Je crois que tu disais que t'avais mis des piliers en place ou charte avec. Je sais pas si, pour les non, ça c'était plus pour la création de la culture et après moi perso aussi. Mais on a en fait, nous on est une boîte de sales et on a mis en place des process de dingue. On était des sales machines avec tous les outils. Donc nous, en fait, on a fait énormément de démarchage. Mais par contre, on a investi énormément dans notre image, dans notre com, qui nous générait énormément de demandes entrantes et d'inbound et de leads qu'on récolte encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dis-toi qu'on n'a jamais fait d'acquisition payante, de SEA, d'ads, jamais. Et aujourd'hui, on a X demandes sur le site, encore grâce à notre investissement en market, en notoriété, en image, et 50% et 50% parce qu'on démarche et qu'on a une sales machine, qu'on s'est remis en question en permanence, adapté avec les usages, ce qui marchait il y a 5 ans plus aujourd'hui, et tu t'adaptes, et du coup, on est très chaud là-dessus. Ouais. Et du coup, ta sales machine, en quelques mots, il y a quoi de vraiment très impactant, selon toi, pertinent, qui pourrait être... C'est une bonne question. Y a pas besoin de 1000 outils. Parce qu'on pense que c'est bon, t'as acheté tous les outils, ça va marcher. Type HubSpot ou ouais, alors il faut un CRM. En tout cas, nous, on a HubSpot comme CRM. On a quelques outils pour scraper les bases de données, etc. Mais t'as pas besoin de 1000 outils. Ça sert à rien de tout automatiser. Le vrai sujet, d'ailleurs, j'avais créé une méthode là-dessus pour la prospection. Ça s'appelait la méthode du Sales Ninja, où en 7 étapes, il t'explique pourquoi tu peux être un meilleur vendeur par rapport aux autres. Et ce qui expliquait, c'est que, enfin, ce qu'on expliquait, du coup, c'est que souvent, tu dis, base de données, je shoot, on verra. Mais en fait, faut faire du quali, faut cibler, faut faire de l'A/B testing, faut que ton contenu, il soit hyper clair et tout sauf vendeur. C'est-à-dire, si tu lis ton message et tu te dis, ça se voit que c'est un message de commercial et ça se voit qu'il est envoyé à 500 autres personnes, c'est mort et tu recommences. Et du coup, on a mis en place plein de choses. Donc, c'est du quali, c'est l'analyse de ta cible presque parfaite. Et aujourd'hui, on a
comme je disais, plein de types. On a autant le service achat de grands comptes que la DRH d'une scale-up, etc. Et du coup, c'est d'adapter ton discours, ton message, et qui va faire que ça va être quali, se remettre en question, avoir les bonnes relances, trouver les bons points de contact et pas juste le mail que tu as trouvé. Donc ça je pourrais en parler très longtemps, mais voilà, donc en tout cas, faut se creuser le cerveau, il faut tester surtout. Et encore une fois, il n'y a pas de recette magique, elles sont propres à ton business, mais le vrai sujet, c'est ta cible, tu t'adaptes parfaitement dans les mots, les termes, la manière d'agir, etc. Et nous, on avait tout adapté au début pour les startups, qu'on a changé, on s'est adapté, mais il y a un travail de fond, quoi. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure, tu as plusieurs projets en même temps, un peu multitâches, etc. Comment déjà, je crois que tu as un projet aussi sur l'immobilier. Et ensuite, une question, c'est comment tu gères tous tes projets en même temps? Parce que est-ce que tu es opérationnel à chaque fois ou comment tu gères ton agenda? Ouais, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tu peux pas être opérationnel sur 2 sujets. Ouais. C'est évident. Ça peut marcher 3 mois, mais pas plus. Et tu feras moyen un peu tout. Donc, mon main sujet, c'est Kimono. Aujourd'hui, je suis opérationnel Kimono. Alors, bien sûr, avec un middle management et très bien organisé dans le sens où moi, je peux te déléguer un peu. Ouais, en fait, me concentrer sur le développement. Voilà, je suis le conducteur du navire, donc je vais vers l'avenir, on va dire. Mais voilà, ça c'est mon main sujet. Et ensuite, des autres projets, je suis non opérationnel, parfois juste advisor, parfois juste. Je peux apporter de temps en temps, je donne quelques heures de mon temps de par-ci par-là, et juste. Tu vois, je te disais, on en revient au début, j'aime créer, j'aime les projets, j'aime les gens. Donc forcément, moi, tu vois, le soir, je peux parler de sujets, de projets, c'est pas du travail pour moi. Ouais. Et donc, du coup, ça m'est arrivé dans plein de sociétés, tu vois, où je suis plus minoritaire, non opérationnel, mais je participe à l'aventure, ça me plaît. Après, moi, j'ai un petit side business, side project que je te disais sur le paddle, où j'ai monté une asso qui s'appelle Blue Athletics, où j'organise des tournois pour 2000 joueurs. Donc, je fais jouer 2000 joueurs en France, de tournois, donc là c'est surtout du kiff, du réseau, on se marre. C'est l'équivalent de Playtomy, tu connais Playtomy? Ouais, mais ça c'est l'app pour jouer. Nous c'est un réseau. C'est comme si on était un club digital entre nous. Et moi j'opère et j'organise des tournois dans des clubs. Donc ça on se marre, mais ça me prend un peu de temps, mais c'est très rapide parce que je suis rodé là-dessus. Mais tu vois, du coup je suis dans toujours plein de discussions parce que quand t'investis, on te parle, toi tu parles de ces sujets, etc. Mais le main, il faut jamais oublier. En fait, tu peux avoir plein de petits trucs, mais t'as un main. Et le main est au-dessus de tout. Et c'est toujours la prio. Si t'es bien organisé dans le main, tu peux réussir à faire plein de projets, plein de sujets. Et c'est d'ailleurs ça qui c'est moi qui me nourrit. J'ai besoin de ça pour être bon dans mon main. Ça, c'est hyper important. Moi, en tant qu'entrepreneur, je t'ai dit, je suis open, j'ai besoin de me nourrir, je suis intéressé par plein d'industries. C'est en plantant des graines, en mettant soit des billes, soit du temps, ou en participant à une aventure, qui va me nourrir, donner des idées, et que j'essaie de créer une galaxie qui me réunit à l'effort initial commun. Donc tu vois, par rapport au projet IMO dont tu parles, c'est lié à Kimono, puisqu'on va développer une nouvelle verticale, une 5e verticale, qui va être dans les lieux de séminaire, qui va s'appeler Kimono House, et qui du coup va révolutionner un peu le monde de l'hospitality B2B qu'on peut connaître via Château Forme et d'autres. Et voilà. Et donc, du coup, là, il y a un sujet IMO, un gros sujet IMO, un gros sujet hospitality, un sujet culture. Pareil, du coup, on va se former, on va apprendre. Moi, j'ai l'impression de créer quelque chose de nouveau. Mais tout ça, on le rassemble au bébé global. Et ça, je sais pas si ton agenda, il est assez cadré ou c'est des petites questions détaillées, mais non, mais très cadré. Lundi matin, tu fais ça. Ouais, hyper cadré. On a un peu de temps encore? Ouais, on a 3-4 minutes. 3-4 minutes. Et après, Ok. Mon agenda, tous les 6 mois, je fais une revue. Parce que mon agenda d'il y a un an, les règles que je me suis mises ne sont peut-être plus valables aujourd'hui. Donc, je challenge tous les 6 mois. Aujourd'hui, je peux te la donner. Donc, du coup, le lundi, c'est uniquement dédié à l'équipe. Okay. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rendez-vous extérieur. Aucun. C'est que l'équipe et c'est que mes kick-offs de tous mes managers. Donc, aussi règle de la semaine, je n'ai plus aucun meeting les matins. C'est-à-dire que le matin, je n'ai plus de meeting. Aucun. Et interne ou externe, quoi. Interne ou externe. Sauf urgence. On reste flexible. Là, ouais. C'est un peu comme les routines, les disciplines. Si t'es pas flexible, c'est le meilleur moyen de ne jamais les faire. Ouais. Donc, tu t'autorises. Mais la règle, c'est ça. Il y a un kick-off, bien évidemment, lundi matin à 9h avec toute l'équipe, mais je le compte pas là-dessus puisque c'est le kick-off de la semaine. L'après-midi, j'ai tous mes meetings avec mes managers. Donc là, je vois tous mes managers, je suis au courant de tout, report, on kick-off, tout ça. Hop, c'est bon, la semaine, elle est lancée pour tout le monde. J'ai vu les sujets. Mardi matin, je travaille sur les sujets de fond, puisque du coup, pas de meeting. Mardi après-midi,
full rendez-vous business. Donc business, clients, fournisseurs, partenaires, stratégie, équipe, tous les sujets. Là, on travaille. C'est du travail. Mercredi, c'est tout ce qui n'est pas business direct, donc podcast. Nous sommes un mercredi, tu peux le prouver. Les mercredis, des podcasts, des échanges, des rencontres où j'ai dit oui avec d'autres entrepreneurs, avec Merci des échanges, avec plaisir. Tout ce qui n'est pas directement business, mais qui a de l'impact in fine, que je dois caler. À un moment dans ma semaine, c'était un peu partout et ça te défocus. Moi, mon mercredi, c'est ça. J'enchaîne les sujets plus lointains ou autres. Si j'ai une conférence ou autre, c'est le mercredi. Donc je te dis, c'est plus de l'inspirationnel. On va dire c'est inspirationnel. Jeudi, il ressemble au mardi, donc rien le matin et business à fond. Donc là, je cale principalement mon main, donc kimono. Vendredi, pas de règle, freestyle. Ça veut dire que là, tu cales tout ce que t'as pas calé. Ça rentre pas parce que je suis full, mais je peux pas le faire la semaine prochaine, donc je le cale là. Et là, c'est un peu freestyle et tout autorise le freestyle. Voyage à Lisbonne. Potentiellement, ouais. Potentiellement. Et voilà. Et donc là-dedans, je glisse mes sujets et mes projets et mon quotidien, quoi. Trop bien. Et du coup, comment tu vois le Olivier dans le Olivier idéal dans 10 ou 20 ans? Enfin, c'est pas la même question d'ailleurs. On va dire dans 15 ans. C'est clair. C'est vrai que 10-20 ans, là, c'est deux décennies différentes. Comment je le vois? Écoute, j'espère avoir j'espère être pareil dans mon état d'esprit, ma manière de voir les choses, rester enthousiaste comme je le suis, positif, garder un peu de naïveté parce que avec l'expérience, forcément, tu peux être rapidement blasé des choses. J'essaie de rester là-dessus, de garder mon équilibre on n'a pas parlé, mais de ce que je te disais sur mon TED, de mes 5 piliers qui me gardent équilibré. Garder cet équilibre, garder épanoui, rester pareil, mais par contre, avoir réalisé encore plus de beaux projets, avoir eu de l'impact sur tous mes projets, avoir été encore plus créatif, marquer les esprits, faire quelque chose encore plus grand, mais avec toujours en bonne santé et à fond bien-être et épanoui comme je suis aujourd'hui. Et là, on est bon, quoi. Trop bien. Justement, les piliers, tu m'en parlais tout à l'heure en venant, tu fais l'effort de marcher maintenant, etc. Ouais. Si tu peux nous dire très rapidement, il nous reste 2 minutes. Yes. C'est intéressant, je trouve. Et écoute, en gros, j'ai commencé l'année 2024, donc mes 5 piliers dont on parle, ils doivent être au même niveau toujours. Donc il y a l'amour, amis, famille, travail et santé. Le sport est dans la santé, etc. Donc les 5 doivent être au même niveau. Donc si tu travailles trop, red flag, tu rééquilibres. Si tu fais que voir tes potes et t'as oublié que t'as une copine et tu vois ta famille, red flag. Donc équilibre. Ça, c'est le premier point. Et cette année, je me suis mis en place un programme que j'ai auto-brandé Oxygène. Donc c'est mon programme Oxygène. Je suis un marketeur, donc je suis obligé de marketer les trucs. Et je me suis mis une dizaine de petits hacks du quotidien pour être dans une dimension bien-être. Exemple skincare routine, ce que je ne faisais pas avant, matin et soir. Étirement, 15 minutes tous les matins. Ça a changé ma vie. Je fais du yoga du visage. Ça s'appelle le ça s'appelle, c'est un nom, non? Ouais. Massage, Et en fait, c'est des trucs qui me prennent 5 minutes, mais c'est des sujets de longévité qui m'intéressent bien et je sais que c'est des petites choses. Je bois de l'eau suffisamment, donc 2,5 litres tous les jours. Je marche 10 000 pas, c'est ce qui est recommandé et en moyenne, on est tous à 3, 4, 5 000 pour ceux qui sont à Paris dans des bureaux. Donc 10 000 pas. Workout, un maximum, j'en faisais pas assez parce que je fais du paddle, c'est très bien, c'est du cardio, mais il n'y a pas de renforcement musculaire, donc je le complète. Complément alimentaire, donc toute ta nutrition qui fait que on est tous carencés, comment tu ajoutes ce qu'il faut. Il y a quoi d'autre rapidement Voilà, je te dis, j'ai 10-12 aspects quotidiens qui font que maintenant c'est dans ma vie pour prendre soin de moi, pour que j'ai la même mentalité la même niveau de santé physique, mentale dans 10, 20, 30 ans et ça se travaille maintenant. C'est ça qu'on a, tu vois, nous on a 30 ans, à 40, 50 ans on nous dit ouais, j'aurais aimé, en fait ça se prépare maintenant. Et on commence à sentir les effets de l'âge et on voit des proches autour de nous qui commencent à descendre. Là, il faut contrebalancer ça. Donc c'est des sujets qui me passionnent et je teste des choses qui sont basiques qu'on devrait tous faire, mais qu'on ne fait pas assez. Donc je me le suis imposé. Ok, top, hyper intéressant, je partage à 200%. Quand tu viens à Lisbonne, on ira se faire un paddle ou un tournoi. Grave, carrément, avec plaisir. Et voilà. Je sais pas si t'as un petit mot de la fin. Écoute, petit mot de la fin. Non, merci pour l'échange, hyper cool.
Et non, écoute, il faut dire un maximum oui. Faites confiance un maximum. Vous aurez beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, donc ça vaut le coup. Top. Bah, merci pour ton temps. La vie Merci est une à toi. aventure. Exact. Et à très très bientôt. Yes. Ciao. Salut, ciao. Salut. Très rapidement, merci beaucoup pour votre engouement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. D'après les statistiques sur YouTube Analytics, vous êtes nombreux à regarder les épisodes sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'inviter encore plus de monde, de grossir le show. Et ça me ferait vraiment super plaisir qu'on puisse faire évoluer les compte de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.